Salut à tous, c'est Mickaël et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité en cybersécurité. Alors je m'excuse pour ne pas avoir fait une vidéo la semaine précédente, mais c'était mon anniversaire et j'en ai profité pour partir en vacances. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs éléments très importants. Un outil de scan web qui fait fuiter des données, Facebook qui met à disposition une nouvelle fonctionnalité, APT29 qui a compromis une identité diplomatique européenne et des fonds de Silk Road enfin retrouvés. Maintenant, si vous êtes débutant en cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous trouvez dans la description, il est offert. Donc la première actualité du jour, c'est des chercheurs de chez Positive Security qui ont trouvé le moyen d'exploiter l'outil public URLscan.io pour accéder à des données confidentielles. Donc si vous ne savez pas ce que c'est URLscan.io, c'est un outil qui permet à qui le souhaite de soumettre une URL pour savoir si elle n'est pas malicieuse. Les résultats sont affichés de manière publique. Donc vous voyez ici toutes les informations qui sont sur le site, ce sont toutes des URL qui ont été soumises. Et si on clique sur l'une d'elles, on peut voir un niveau de risque, savoir si oui ou non on peut aller sur ce site-là. La problématique qui est beaucoup plus profonde derrière URLscan, c'est que cet outil est embarqué dans plusieurs autres outils de scan automatisés. Et lorsque certaines personnes vont recevoir des emails, automatiquement ils vont analyser les liens et ils vont les envoyer à URLscan pour savoir si le lien est malicieux ou pas. Et si on va consulter les données directement d'URLscan, et on peut trouver des liens de réinitialisation de mot de passe, des liens vers des documents confidentiels partagés sur Google Drive, des clés à d'API, des factures PayPal et bien d'autres documents encore qui sont confidentiels. Donc les chercheurs en sécurité ont fait une espèce de chemin d'exploitation qu'un attaquant pourrait utiliser. Donc un attaquant pourrait récupérer un email via une précédente fuite de données, demander un lien de réinitialisation sur un site, obtenir le lien avec le jeton de sécurité qui sera affiché dans URLscan et réinitialiser ainsi le mot de passe de la victime. URLscan a directement réagi en bloquant des domaines comme apple.com et en limitant certaines informations affichées. La deuxième actualité qui est vraiment très intéressante, c'est la fonctionnalité qui a été mise à disposition en mai 2022 de Facebook qui permet de supprimer vos emails ou votre numéro de téléphone de leur base de données. Alors cette fonctionnalité, elle n'était connue quasiment de personne et il y a un chercheur qui a publié un article sur le sujet et cette fonctionnalité elle est disponible dans la page d'aide directement dans Friendly. Lorsque vous avez installé une application du groupe Meta, vous pouvez synchroniser directement vos contacts. Et à aucun moment, Meta vous demande si vous donnez votre accord quand une personne que vous connaissez donne vos informations personnelles via ce canal. Du coup, cet outil il permet d'ajouter votre numéro sur une liste au sein de Facebook pour que celui-ci arrête de le collecter lors des futures synchronisations. Le problème lié à tout ça, c'est que Meta fait porter la responsabilité des données sur les utilisateurs et non sur eux, alors que ce serait à eux de gérer réellement les données des utilisateurs. Et c'est là où on s'aperçoit que les GAFAM, globalement, ont une autre méthode, ont une autre approche qui est vraiment dangereuse pour nos données personnelles. La société de cybersécurité Clarity a identifié une vulnérabilité de type path traversal dans des automates construits par ABB. La vulnérabilité est présente dans le protocole propriétaire TotalFlow TCP et permet à un attaquant de contourner le mécanisme d'authentification sur les calculateurs de débit de produits pétrochimiques. L'attaquant obtiendrait ainsi un accès root qui lui permet de modifier la configuration de l'équipement. L'impact pour la société victime serait l'entrave de sa capacité à facturer correctement ses clients et ainsi provoquerait une interruption de service. Colonial Pipeline avait déjà subi des conséquences similaires suite à un ransomware en 2021. La société ABB a publié un patch le 14 juillet 2022 pour corriger la problématique. Si vous voulez en savoir plus sur cette vulnérabilité, elle s'appelle la CVE 2022-0902 et a un score de 8,1. On voit que les attaquants ont amélioré leur méthode d'attaque et aujourd'hui ils utilisent l'IPFS. Les chercheurs de chez Cisco Talos ont constaté que les attaquants utilisent de plus en plus le système de fichiers IPFS pour leur campagne de phishing. IPFS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un système de fichiers décentralisé qui apporte une forte résistance à la censure. La plateforme malveillante de command and control Dark Utilities revendique son utilisation pour stocker ces logiciels malveillants. On a également le malware Tesla qui profite de l'IPFS pour récupérer ses agents malveillants avant de transmettre les données sur un Discord. Ils se sont aperçus également que les développeurs de solutions malveillantes vont utiliser de plus en plus de plateformes légitimes comme Slack ou encore Discord ou même Telegram ou Dropbox pour réaliser leurs méfaits. Est-ce que vous pensez vous aussi que les personnes vont continuer dans ce sens-là? Et est-ce que vous pensez que les plateformes comme Discord, Telegram et autres doivent se protéger justement de l'utilisation malicieuse que les attaquants peuvent faire de leurs services? Enfin, une news qui m'a assez surpris, c'est une news à propos d'APT29. APT29, c'est le groupe d'attaquants qui est lié à la Russie et probablement supporté par le SVR. C'est une branche du renseignement qui était anciennement le KGB. Et ils se sont introduits en début d'année dans une entité diplomatique européenne. Celle-ci, elle est restée anonyme pour l'instant, on n'a pas plus d'infos à ce sujet-là. Et c'est Google qui a fait la réponse à l'incident et qui a indiqué comment il s'était introduit. Les attaquants seraient introduits grâce à du phishing.
Ils ont ensuite exploité une vulnérabilité qui était inconnue à l'époque, qui affectait le credential roaming de chez Microsoft, qui est un mécanisme qui permet aux utilisateurs d'accéder à leurs informations d'identification. La vulnérabilité a été identifiée sous le nom de CVE 2022 30.01.70 et a été corrigée par Microsoft le 13 septembre 2022. Elle permet à un attaquant d'obtenir un compte à privilège. Donc ici, vous avez les informations et en fait, ils s'en sont aperçus grâce à des requêtes LDAP très spécifiques qui étaient faites au niveau de l'Active Directory. Tant qu'on est chez Microsoft, on va parler de leur nouveau Patch Tuesday de novembre où ils ont apporté un grand nombre de corrections pour des vulnérabilités qui avaient été identifiées. Mais surtout, Microsoft a corrigé 6 vulnérabilités qui étaient déjà exploitées dans la nature. On a la correction par exemple de la suite de vulnérabilités Proxy Node Shell qui touchait les serveurs Exchange. Ils ont également corrigé 2 vulnérabilités d'élévation de privilèges, dont une liée au spooler d'impression. Donc on peut se rappeler de Print Nightmare qui a fait beaucoup de dégâts. Et là, c'est une autre vulnérabilité qui est liée à ce même service. On a également une exécution de commande distante dans le moteur JS Script 9 et un contournement de mécanisme de sécurité du Windows Mark of Web qui permettait à des personnes qui téléchargeaient des documents de pouvoir contourner certains mécanismes de sécurité. La news qui a également fait beaucoup parler d'elle, c'est le gouvernement américain qui vient de retrouver les 51 000 bitcoins volés par James Zong à la plateforme du Darknet Silk Road en septembre 2012. L'attaquant avait exploité la plateforme grâce à une suite de transactions malicieuses. L'agence américaine a aussi saisi 25 pièces physiques Cassius d'une valeur de 174 bitcoins. Ils ont trouvé l'ensemble des fonds sur un ordinateur caché dans une boîte de popcorn sous des couvertures dans un placard de salle de bain au fond d'un souterrain. Autant dire que personne n'était capable d'arriver à tomber dessus par hasard. Zong a plaidé automatiquement coupable de l'accusation de vol. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Il explique n'avoir aucun lien avec Silk Road et a juste profité de leur grande quantité de fonds. Il sera jugé en février de l'année prochaine. Pour rappel, le fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht, lui, est emprisonné à vie pour trafic de drogue, blanchiment d'argent, criminalité informatique et participation à des entreprises criminelles. Donc on voit que c'est des montants qui sont quand même assez astronomiques et que finalement, quand la Fed veut retrouver des fonds, ils en sont totalement capables. Une news qui ne met pas forcément en avant la qualité de la cybersécurité de nos agences françaises, c'est le fait qu'on ait le service numérique du département de Seine-et-Marne qui ne soit plus opérationnel depuis dimanche 6 novembre suite à une cyberattaque. Il y a un mois, c'était le département de Seine-Maritime qui avait été touché. Les 14 maisons départementales des solidarités et les 5000 agents territoriaux sont actuellement affectés par cette cyberattaque. Les équipes estiment un retour complet à la normale d'ici 6 semaines, donc quasiment un mois et demi. C'est quand même énorme pour pouvoir arriver à relancer l'informatique. Le conseil départemental est notamment chargé du versement des nombreuses indemnités. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas être capables de toucher leurs indemnités à cause d'une cyberattaque. Actuellement, aucune demande de rançon n'a pour l'instant été formulée. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous trouvez que c'est normal que des collectivités aujourd'hui se fassent pirater de cette manière-là et qu'elles mettent autant de temps avant d'arriver à se relancer. Et enfin, la dernière actualité que je voulais vous présenter, c'est une équipe de recherche basée à l'université de Waterloo qui a créé un appareil alimenté par un drone nommé WePip. Il exploite un mode de fonctionnement du Wi-Fi pour être capable d'identifier un appareil qui supporte une connexion Wi-Fi à 1 mètre près. C'est-à-dire qu'il est capable de le localiser hyper facilement dans un bâtiment complet. Les chercheurs expliquent qu'en utilisant une technologie similaire, on pourrait suivre les mouvements des agents de sécurité à l'intérieur d'une banque en suivant l'emplacement de leur téléphone ou encore de leur smartwatch. Ce qui pourrait bien sûr être utilisé par des attaquants pour essayer de s'introduire dans des banques par exemple. L'équipe d'Abedi utilise le temps de réponse fourni par les objets connectés pour déterminer leur position. Ils ont construit WePip à l'aide d'un drone acheté en magasin et de 20 $ de matériel facile à acheter. Et donc là, on a une vraie problématique, c'est-à-dire qu'ils ont mis à disposition du matériel qui est accessible à tous et avec quelques connaissances, on est capable d'arriver à reproduire tous ces éléments-là. Dites-moi en commentaire si vous, il y a une de ces actualités qui vous a plus marqué que les autres. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un pouce bleu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!